Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com. Merci à vous d'être très nombreux à vous être connectés. Pardon pour le petit décalage. On démarre avec un tout petit peu de retard, mais peu importe. Vous êtes bien avec nous sur lepetitjournal.com. On va organiser un webinaire aujourd'hui sur le thème comment simplifier la gestion locative de votre bien immobilier en France depuis l'étranger. On a avec nous deux experts de la compagnie Valority, de l'entreprise Valority avec laquelle on partage ce webinaire. Donc, Pierre-Emmanuel Jus, qui est directeur commercial régional chez Valority, et Morgane Bentata, qui est directrice de l'administration de biens chez Valority. Bonjour à tous les deux, enchanté, ravi de Bonjour vous Hervé, bonjour à Hervé. tous. Super, donc on est parti pour une petite heure ensemble. Donc les internautes, le but évidemment c'est de poser vos questions à nos deux experts sur ce sujet. Je pense que vous êtes nombreux à avoir pas mal de questions sur le sujet. Donc on a un petit onglet questions qui est en bas à droite, c'est ça qu'on va utiliser dans le fil. Donc vous voyez, là je vais poser une nouvelle question, c'est très facile. Du coup je ne vais pas poser une question, mais je vais vous mettre un petit bonjour. Hop, voilà, bonjour. Et vous le voyez apparaître dans le fil de chat en somme. Donc, n'hésitez pas, posez bien vos questions. Donc, avec cet onglet questions, déjà, dites-nous un petit peu où vous êtes. Faites-nous un petit coucou. Est-ce que vous êtes en Asie, c'est la fin de journée? Est-ce que vous êtes sur le continent américain, c'est tôt le matin, vous êtes levé exprès? Est-ce que vous êtes en Afrique, en Europe? Enfin, voilà, faites-nous signe. Ça nous fera plaisir. Et puis, on verra comme ça si le petit module marche bien. Donc, avec le petit onglet questions en bas à droite. Je vous rappelle également que ce webinaire sera disponible en replay. Donc là, il est en cours d'enregistrement. Donc, si vous ne pouvez pas assister à toute l'heure du webinaire, pas de souci, vous pourrez le voir en replay. Si vous voulez le partager également avec vos connaissances, vos amis qui ne se sont pas inscrits ou qui ne savaient pas, écoutez, il n'y a pas de souci, ça sera très facile. Il y aura également un article dans le petitjournal.com dans les prochains jours qui qui fera un compte rendu en fait du webinaire et qui mettra également la vidéo YouTube en partage. Donc, ça sera très facile pour vous de la faire connaître et de la partager à vos connaissances. Voilà, pas de souci. En revanche, évidemment, posez bien vos questions le temps où vous pouvez être avec nous. On a déjà Samuel qui est au Ghana, Agnès qui est à Paris. Bonjour Samuel, bonjour Agnès, bienvenue à tous. Continuez à nous faire un petit coucou, un petit signe pour savoir où vous êtes. Je vais passer la parole à nos intervenants pour qu'ils se présentent rapidement et qu'ils nous présentent un petit peu plus en détail aussi Valority, la société Valority, le groupe. Bonjour Pierre-Emmanuel, bonjour Morgane, plaisir de vous retrouver et d'animer ce webinaire. Bonjour à tous. Allez, je vous laisse la parole. Bonjour. Je suis ravi de vous retrouver d'ailleurs. Je suis ravi de retrouver le petit journal et ses internautes. On a fait un webinaire ensemble il y a quelques semaines déjà. Donc, je m'appelle Pierre-Emmanuel Jus, j'ai 46 ans. Aujourd'hui, on est à Lyon pour notre part, où il fait un temps tout dégueulasse. Voilà, moi, je suis directeur commercial dans le groupe Valority. Voilà, je m'occupe du quart sud-est de la France. Et je suis accompagné aujourd'hui de Morgane Bentata. Bonjour Morgane. Bonjour Pierre-Emmanuel. Enchantée, bonjour à tous. Je suis donc Morgane Bentata. Aujourd'hui, j'occupe le poste de directrice de l'administration de biens pour le groupe Valority. Donc, on vous expliquera un petit peu plus en détail en quoi ça consiste et quelles sont nos missions. Et l'administration de biens aujourd'hui chez Valority, ça concerne autant la gestion locative classique que la gestion de résidences étudiantes. Parfait, très bien. On va dire un mot sur le groupe vite fait. L'idée, évidemment, ce n'est pas de saouler les gens. Allez voir le site internet valority.com, vous nous découvrirez et vous nous connaîtrez plus en détail. C'est le plus simple. Toujours est-il qu'en 2 mots, on est un groupe qui existe depuis 1985. On a 38 ans. On est indépendant. On est implanté sur l'ensemble du territoire français. On est 700 collaborateurs. Nos métiers se résument en 3 métiers. Le premier métier, c'est le conseil. Notre premier métier, c'est de conseiller. C'est le conseil en gestion de patrimoine, donc l'investissement en immobilier locatif et les placements financiers, avec une force de vente qui est salariée et diplômée sur l'ensemble du territoire français. On fait de la conception également, donc on fait de l'ingénierie immobilière et également de la promotion et de la gestion locative. Voilà, tout ça, c'est 700 collaborateurs, c'est 50 000 clients et 38 ans d'ancienneté. D'ailleurs, 700 collaborateurs, l'administration de biens, Morgane, ça représente quoi chez nous? Aujourd'hui, l'administration de biens, c'est 170 collaborateurs pour 4 structures différentes. La structure de gestion avec les métiers principaux, la gestion, la location,
une société de travaux, dont on parlera un peu plus tard, une société de recouvrement également, et bien évidemment un syndic. Donc l'administration de biens, ouais, sur 700 collaborateurs, ça représente 170 salariés répartis sur l'intégralité du territoire métropolitain français, avec des services bien distincts, la livraison, la location, la gestion, le juridique, recouvrement. Et on verra pourquoi tous ces services-là et toutes ces compétences-là sont nécessaires pour une bonne gestion locative et pour maîtriser notre parc immobilier. Donc avec une implantation nationale, puisqu'effectivement, même si notre siège est à Lyon, nous sommes implantés sur tout le territoire. Parfait, super, très bien. Merci beaucoup pour cette présentation. Les internautes, posez bien vos questions. On est là pour ça. On va commencer par une petite série de questions. Juste un petit message pour Florence qui est derrière la caméra. Ça fait de l'écho dès que tu te connectes en tant que participante. Donc, je ne sais pas comment vous marchez de votre côté, mais c'est mieux quand il n'y a que nos 3 fenêtres, c'est-à-dire le slide, la presse, la fenêtre qui filme Pierre-Emmanuel, Morgane et moi qui apparaissons. Voilà, donc moi j'avais une première question, c'est qu'en fait, donc du coup pour revenir au thème, le thème d'aujourd'hui avec Valority, c'est comment simplifier la gestion locative de votre bien immobilier en France depuis l'étranger. Et déjà en fait j'ai une question finalement assez basique, qui est comment trouver un locataire fiable et sérieux, parce que finalement est-ce que c'est pas une des angoisses quand on a un projet de bien immobilier, quand on a un projet d'investissement, c'est de se dire j'ai envie d'acheter quelque chose. Je vais le financer avec un locataire, mais est-ce que ça ne va pas être une horrible galère et comment faire en fait? Bon, effectivement, l'idée aujourd'hui, c'est de conseiller nos propriétaires à l'étranger qui ont des biens en location ici en France. Et s'ils ont un changement de locataire cette année, comment bien le choisir? Alors, comment on fait chez Valority pour s'assurer qu'on a des locataires fiables et sérieux? Alors déjà, on a un peu d'expérience, ce qui nous a permis de construire des process, puisque aujourd'hui, on a 10 000 lots, plus de 10 000 lots en gestion sur l'intégralité du territoire. On a, pour vous donner quelques chiffres, pour comprendre notre métier, on a 1% de loyer impayé, on a un taux d'occupation sur les 10 000 lots à 99,2% et on reverse plus de 60 millions d'euros de loyer annuellement à nos propriétaires investisseurs. D'accord, mais comment on vérifie un dossier d'un locataire? Parce que moi, j'ai une bonne tête, j'ai un costume, une cravate, un bulletin de salaire, mais est-ce que finalement, je pourrais être un locataire fiable? Alors, vous pouvez avoir une bonne tête, une jolie cravate et un joli costume, ça ne nous intéresse pas. Première chose, c'est déjà de diffuser une annonce en bonne et due forme. Parce qu'on pense souvent que mettre une annonce sur Le Bon Coin, sur Se Loger, sur peu importe sur le site sur lequel on peut se trouver, c'est mettre un loyer, une superficie et puis combien de chambres il y a, quelles sont les écoles à côté, ou quoi que ce soit. Ça, finalement, il y a beaucoup de réglementations aussi déjà à respecter, effectivement, sur les charges, sur les DPE, sur toutes les réglementations en vigueur dont on va parler un peu plus tard. Donc déjà, une annonce fiable. Ça permet de récupérer quand même des contacts qualitatifs. Une fois qu'on a des contacts, il faut faire une petite étude de solvabilité. Donc, nous, on appelle ça chez nous donc, les enquêtes de solvabilité, puisque on se rendra compte que finalement, étudier une solvabilité, c'est prendre un salaire moyen sur les 3 derniers mois et par rapport au montant du loyer, on a un taux de solvabilité. Ce taux de solvabilité, généralement, il est imposé par les assurances loyers impayés dont on va parler un peu plus tard. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir déjà un dossier locataire, on va appeler le candidat et puis on va poser déjà quelques questions avant même d'avoir son dossier. Une fois qu'on a son dossier, première étape, on prend l'avis d'imposition qui est obligatoire pour constituer un dossier locataire. Le site des impôts nous permet de vérifier tous les éléments d'un avis d'imposition, c'est-à-dire rien qu'avec le numéro fiscal et le numéro de document, on peut aller se rendre sur le site des impôts et vérifier si le document qu'on a entre nos mains est bien ce qui a été déclaré. Première étape. Souvent, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça d'ailleurs? C'est parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'un dossier sur 3 qui nous est présenté est faux ou falsifié. Ah oui. Alors, on n'en veut pas aux locataires, on comprend que la situation est de plus en plus tendue. C'est un petit peu régionalisé aussi, on ne va pas se fâcher avec les Parisiens et les Marseillais, mais on va dire que sur les marchés extrêmement tendus, on a beaucoup de dossiers. Donc, c'est important pour 2 raisons, Hervé et nos internautes. La première, c'est que ne faut pas dire que
la France est devenue un pays où les locataires trichent. C'est juste que le marché est tellement tendu que si vous gagnez 4 000 € par mois et que vous candidatez sur des biens en location et que vous ne les avez pas une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, à la fin, vous changez votre bulletin de salaire et au lieu de gagner 4 000, vous gagnez 5 000. Ça a 2 problèmes. Le premier problème, c'est la sécurité pour le propriétaire. La deuxième, je crois, c'est qu'il y a un souci sur les assurances. Tu parlais de loyer impayé. C'est que si j'accepte un locataire avec un faux dossier, qu'est-ce qui se passe? L'assurance ne viendra pas prendre en charge et donc ne viendra pas indemniser les loyers qui ont été tout simplement non perçus par l'investisseur. Alors que notre propriétaire, il est de bonne foi. Il a sélectionné un locataire sur des pièces justificatives et ces pièces justificatives, elles se relèvent être fausses. Si jamais il ne vient ne plus payer son loyer, l'assurance ne fonctionnera pas. Donc la sélection du locataire et surtout l'étude des pièces est véritablement quelque chose qui est important. On a des logiciels également qui détectent la modification des documents, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes et qu'un particulier tout seul ne peut pas faire et qu'un particulier tout seul à l'autre bout du monde ne peut pas faire non plus. Donc au-delà de l'avis d'imposition qui est vérifié, on fait aussi des contrôles employeurs. On vérifie que les fiches de paie qui nous sont fournies et les contrats de travail sont bien cohérents avec ce qui se passe en réalité. Donc on fait des petits contrôles de référence. On fait aussi des contrôles au niveau des régies, des administrateurs de biens qui géraient peut-être avant le locataire ou alors même s'ils étaient hébergés ou chez des propriétaires particuliers. Donc ça, on vérifie que les loyers étaient bien payés parce qu'il n'y a pas de raison finalement qu'un mauvais payeur soit mauvais payeur ailleurs et pas chez nous. Donc on a conscience de ça et c'est important de faire toutes les vérifications et aussi un petit peu l'historique. Donc ça déjà, ce sont des éléments extrêmement importants. Après, il y a une multitude de petites choses qu'on vérifie sur les fiches de paie. Je peux vous donner 2-3 exemples juste pour notre communauté. Mais le brut et le net, une fiche de paie qui est un petit peu gonflée pour faire passer le dossier en solvabilité, souvent le brut annuel a oublié d'être gonflé ou le brut ou le net. Ou finalement, c'est une vraie fiche de paie, mais ce n'est pas la personne qui candidate. On va oublier de changer le numéro de sécurité sociale. Voilà, c'est plein de petits éléments comme ça qui finalement, parfois même avec des logiciels, je parle du logiciel par exemple de lecture optique des documents, beaucoup le mettent en avant. Bon, nous, on a passé plusieurs dossiers dans ce type de logiciel. Ne détecte pas forcément les faux dossiers. Donc voilà pourquoi on fait des vraies enquêtes de solvabilité et pas seulement une étude de solvabilité. C'est parce que derrière, c'est un risque pour l'investisseur. Même s'il a une GLI, si le dossier est faux, l'assureur ne prendra pas en charge. Et on sait que quand il y a un impayé derrière, si ça dure, aujourd'hui, une procédure en expulsion, en résiliation de bail, c'est plus de 2 ans et demi. Donc c'est plus de 2 ans et demi sans percevoir de loyer pour le propriétaire. Et 2 ans et demi, c'est long quand on a un crédit à rembourser tous les mois. Ça, c'est sûr. J'avais une question par rapport au contrat de location. Comment établir un contrat de location conforme à la loi française avec les nouvelles obligations? Et est-ce que vous aidez justement vos clients sur ce point? Alors, c'est très important, Hervé, ce que tu dis, parce que si nos internautes ont quitté la France il y a plus de 6 mois, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc, effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de réglementations qui ont été mises en œuvre sur la possibilité ou non de louer des logements. Donc, ça, c'est plutôt la performance énergétique de mon logement. Donc, aujourd'hui, le DPE est obligatoire pour louer un logement et en fonction de la lettre du DPE, si vous avez des DPE qui sont trop faibles, G, aujourd'hui, vous n'avez plus le droit de louer. Vous n'avez plus le droit d'augmenter les loyers. Plus on va avancer dans le temps, Emmanuel, ce sera comme ça. Donc, par exemple, j'ai un logement qui est loué aujourd'hui et j'ai un locataire qui s'en va. J'augmente mon loyer parce qu'il y a l'inflation, parce que ça correspond au marché. Mais il faut s'assurer aujourd'hui de pouvoir l'augmenter, ce fameux loyer, en fonction du DPE. Ça, c'est quand même important. Parce que ce diagnostic de performance énergétique, juste un point avant de passer la parole à Morgane, il est opposable au propriétaire. C'est-à-dire que si le locataire signe son bail de location avec un loyer à 600 € alors que vous étiez plafonné à 580 l'ancien loyer du locataire, il a 6 mois pour se retourner contre vous et malheureusement il gagnera puisque le DPE est obligatoire. Mais il n'y a pas que ça, il y a plein de nouveautés. Pyramide de louer, obligation de loi, enfin voilà. C'est quoi les obligations aujourd'hui? Beaucoup de choses. Déjà, il y a plusieurs démarches à faire. Donc, la première chose, c'est la réforme des diagnostics. Vérifier effectivement que le logement est en état d'être loué. Donc, le DPE a la bonne lettre pour être mis en location. Deuxième chose, il y a des petites nouveautés comme ça qui ont vu le jour, comme le permis de louer, par exemple. Le permis de louer qui a été instauré dans quand même 484 communes. Très peu de propriétaires et d'investisseurs savent ce que c'est que le permis de louer. Donc, je vais vous l'expliquer. Certaines communes choisissent donc soit la déclaration, soit l'autorisation. Qu'est-ce que c'est? En gros, à chaque fois que l'investisseur, que le propriétaire veut mettre en bien, veut mettre son location,
son bien en location, doit remplir un document CERFA qu'il doit envoyer à sa mairie ou à sa commune, et la mairie a 1 mois pour donner sa décision si, oui ou non, il considère que le logement est en état d'être loué. Ça, sur les 484 communes, c'est obligatoire. Je vais vous donner un petit exemple, et vraiment là-dessus, il y a un contrôle qui est fait systématiquement. On a une commune qui est très, très à cheval sur le permis de louer, qui nous a, par exemple, là, on avait oublié un jour de faire une déclaration avant d'automatiser tout ça, grâce à nos outils aujourd'hui informatiques, tout est automatisé, donc on n'oublie plus rien. Et surtout, les délais sont respectés. Donc, cette charmante dame à la mairie nous a appelé en nous disant « Ah, j'ai vu une petite annonce que vous aviez mis en ligne. Attention, je n'ai pas reçu votre déclaration pour le permis de louer. » Donc, c'est valable pour les professionnels et les particuliers. Donc, aujourd'hui, cette liste de communes, les 484 communes, on les retrouve sur Internet. C'est souvent. Que le bien soit neuf ou ancien. Ah oui, mais ça marche. Nous, on vend aussi beaucoup de logements neufs. On est obligé de demander une autorisation de louer également. Alors, c'est une démarche administrative qui est à faire. Donc, aujourd'hui, elle a été automatisée chez nous pour ne pas les rater. Donc, ça, c'est le permis de louer, 484 communes. Donc, ça a tendance à s'étaler. Et la première chose à surveiller, c'est le montant du loyer que je peux demander avec la mise en place du plafonnement des loyers aujourd'hui dans pas mal de villes en France. Il y a combien de villes? Voilà. 25 villes qui ont adopté l'encadrement des loyers. Donc, il y a plusieurs types de plafonnement. Hein. Vous pouvez avoir un loyer qui doit être plafonné parce qu'il y a une fiscalité en jeu. Donc, ça aussi, c'est très, très important. Nous, personnellement, aujourd'hui, on est spécialiste du neuf. Donc, on a des outils qui nous permettent d'avoir des alertes. Si les loyers dépassent les plafonds, le bail ne peut pas être rédigé. Mais l'encadrement des loyers, c'est aussi… Et puis, en plus, de nouvelles villes sont soumises à l'encadrement des loyers pratiquement tous les mois en ce moment parce qu'il y a beaucoup de candidatures. L'encadrement des loyers, pour expliquer rapidement ce que c'est quoi? C'est pour inciter les personnes donc, qui n'habitent pas dans les centres-villes, de pouvoir les inciter à venir se loger en centre-ville avec des loyers donc plafonnés. En gros, ils sont encadrés. Donc, on a des loyers encadrés. Finalement, est-ce qu'on y croit, nous, à cet encadrement de loyer? Non. Non. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que ça vient mettre en risque l'investisseur qui, lui, sa mensualité de prêt n'a pas été plafonnée. Et surtout, un locataire, finalement, qui va pouvoir se loger à 600 €, va se loger à 500 € puisqu'il bénéficie de l'encadrement des loyers. Il faut être très conscient qu'un administrateur de biens comme un particulier va choisir le meilleur dossier. Donc, finalement, le dossier qui ne passait pas à 600 mais qui passe juste à 500, on va quand même aller sélectionner le dossier le plus stable, le plus solide sur la solvabilité, puisque la solvabilité est notre seul critère, finalement, c'est une seule condition pour accéder ou non à un logement. Aujourd'hui, vous avez 25 villes qui sont concernées. Donc, par exemple, là, aujourd'hui, on est dans la ville de Lyon. On est concerné dans la ville de Lyon. Vous avez Lille, Paris, Marseille a fait la demande. Il y a 40 communes qui ont fait la demande de plafonnement des loyers. Bordeaux, Montpellier, c'est déjà le cas. Voilà, donc il y a quand même beaucoup. En gros, les 20 plus grosses agglomérations françaises ont fait ou vont faire la demande, tout simplement pour essayer de contenir la hausse des loyers et contraindre, on va dire, compenser le manque de construction de logements dans leur commune. Si l'offre est rare, l'offre est chère, donc les loyers ont tendance à augmenter. Mais ce sont des obligations qui sont à respecter. C'est vrai que quand on est loin, c'est difficile de retrouver ces petits uniquement sur Internet lorsque l'on gère soi-même ses biens ou lorsque on a des biens dans plusieurs villes avec plusieurs interlocuteurs gestionnaires. Donc voilà, l'implantation nationale et les process que l'on a mis en place peuvent permettre d'accompagner les propriétaires étrangers, enfin les propriétaires qui vivent à l'étranger. C'est ça l'idée. C'est très important de respecter l'encadrement des loyers puisque le non-respect de l'encadrement des loyers, la sanction financière est de 5 000 € pour un propriétaire physique et 15 000 pour un propriétaire moral. Donc, je pense au SCI surtout. Donc, permis de louer, réforme des diagnostics, encadrement des loyers et sans compter aussi toute la réglementation finalement classique pour rédiger un bail d'habitation. D'accord. Mais ce sont ces 3 nouveautés qui sont très importantes. D'accord, merci pour ces précisions. Allez, les internautes, posez vos questions. On a déjà passé un petit quart d'heure, un gros quart d'heure ensemble. Donc, vous avez le petit onglet questions. Là, Samuel, Agnès nous ont fait signe. Vous êtes peut-être propriétaire, vous avez peut-être un projet d'investissement. Donc, c'est vraiment, vous êtes à l'étranger. Donc, c'est le moment. Vous avez la chance d'avoir nos experts de Valority aujourd'hui avec nous. Donc, c'est le moment de poser vos questions qui sont certainement très concrètes et très pratiques de façon à avoir des réponses précises de la part de professionnels. Moi, j'ai une question justement, puisqu'à l'instant, on vient de parler des loyers. Comment finalement,
je sais pas, j'acquiers un bien ou j'ai un bien, je dispose d'un bien. Comment est-ce que je fixe le montant de mon loyer? Comment je l'indexe? Et comment vous conseillez-vous vos investisseurs sur ce plan-là? Pour fixer le montant du loyer, c'est une étude de marché. Nous, on a aujourd'hui des personnes qui sont spécialisées dedans, vu qu'on dans notre groupe, on commercialise. Donc, pour commercialiser, il faut annoncer un loyer pour pouvoir annoncer une rentabilité. Donc, nous, on a les compétences pour ce domaine-là. On a des personnes qui sont spécialisées dans les études de marché et d'établir des loyers qui sont justes par rapport finalement au marché, puisque c'est tout ce qui compte, mais pas que. Il y a le marché, mais il y a aussi tous les plafonnements qu'on vient de dire et tous les encadrements et toutes les réglementations à respecter. On va choisir le loyer le plus juste. L'objectif, c'est de louer et que l'investisseur ait un maximum de rentabilité. Donc, on va faire notre étude de marché et on va proposer le loyer le plus juste. Derrière, il nous arrive d'avoir des propriétaires, des investisseurs qui nous demandent d'augmenter les loyers. Alors, sur une première mise en location, donc on va faire une première mise en location avec un loyer un petit peu élevé. On va expliquer que tout de suite, on va pouvoir se rendre compte, si on ne génère pas de contact, on n'est pas au marché. C'est aussi simple que ça. Et sur l'indexation des loyers, il y a un seul indice, c'est l'IRL, l'indice de relation des loyers. Exactement. Et celui-ci est plafonné à 3,50%. Mais c'est le seul indice et c'est la date d'anniversaire du bail. On ne peut pas, pour un investisseur, hormis s'il y a eu des travaux d'embellissement ou des choses qui permettent de justifier l'augmentation d'un loyer, mais pendant un bail, même entre deux baux, entre deux locations, on ne peut pas venir augmenter son loyer comme on veut, à part si c'est pour se remettre au niveau du marché. Le loyer du précédent locataire est un élément pour les gens qui nous regardent et qui sont propriétaires d'un bien avec un changement de locataire cette année. Le loyer qui était existant ne peut pas être augmenté comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, l'IRL, grosso modo, il suit l'inflation, mais il a été plafonné par le gouvernement à 3,5% pour protéger un peu les locataires de la flambée des prix. Donc, ça veut dire qu'il faudra de toute façon rattraper un petit peu ça dans le temps. Donc, imaginons que l'inflation revienne à 2% fin 2024 ou fin 2025, comme l'a annoncé le gouverneur de la Banque de France. Eh ben, on peut quand même estimer que les loyers continueront à progresser au-delà des 2% lorsqu'on reviendra sur Terre. Après, il y a quand même des conseils que l'on apporte aussi à nos clients propriétaires et investisseurs sur la bonne mise en location d'un logement. Je prends l'exemple de la cuisine, c'est quelque chose qui est très important. On a toujours le cliché du logement loué avec, vous savez, un bloc évier. Là, finalement, le locataire installera ce qu'il veut dans la cuisine. Ça, la réalité, c'est que soit il ne s'installe pas, c'est-à-dire que si votre logement est en concurrence avec un logement qui a des cuisines, eh bien, ça sera le dernier à être loué. Soit ça entraîne un turnover qui est plus important parce que ça demande de l'investissement aux locataires. Donc, si on a un conseil aussi à donner à nos propriétaires, c'est quand vous achetez un appartement 100 000, 200 000 ou 300 000 euros, que sais-je, réfléchissez à poser une cuisine. Ça ne coûte pas si cher que ça et ça fait que le turnover locatif il est moins important et que les candidats locataires à la mise en location de logement soient aussi plus présents. C'est l'un des conseils que je vous donnerai. On accompagne également nos clients là-dessus. On n'est pas vendeur de cuisine, ni poseur de cuisine, mais on a des partenaires. On a des partenaires pour ça qui installent les cuisines. Ça, c'est vraiment des choses qui sont toutes bêtes, mais un logement pas loué pendant plusieurs semaines ou un turnover locatif plus important pour quelques. Voilà, ça coûte pas si cher que ça une cuisine et ne mettez pas la même cuisine que chez vous. C'est pas ça l'idée. Mais évitons, s'il vous plaît, le bloc évier. On bénéficie aujourd'hui, nous, d'un partenariat qui nous a permis d'installer et de suivre. Donc, en plus, l'investisseur chez nous n'a pas besoin de faire sa commande, juste il valide le devis. Mais ça nous a permis d'installer, rien que l'année dernière, 150 cuisines. Et ça, c'est un outil d'aide à la location vraiment qui est indispensable. Très bien. Allez, on commence à avoir les premières questions d'internautes, Morgane et Pierre-Emmanuel. Je vous pose la première question de Taoufik, qui demande s'il y a des différences, exigences particulières entre la location non meublée et meublée. Voilà. Super question. Souvent, par exemple, sur le plafonnement des loyers, les gens pensent que si je loue mon bien nu, j'ai l'encadrement des loyers. Si je loue mon bien meublé ou en colocation, je n'ai pas l'encadrement des loyers. Eh bien, c'est pas vrai. C'est pas le même plafond, c'est-à-dire que mon logement nu et mon logement bleu n'ont pas le même loyer au mètre carré conseillé, enfin quand je dis conseillé, imposé, mais non, aujourd'hui, toutes les obligations qui s'affairent au nu
s'affaires au meublé lorsqu'il s'agit d'un mandat de gestion classique. Parce que je vois la question juste en dessous, Hervé. Petite précision sur la question de Toufik, une petite précision sur le meublé. Effectivement, le meublé est régi par un décret. Donc, le mobilier, tout ce qui doit être installé dans un appartement, il y a une liste de mobilier obligatoire, minimum, pour pouvoir appeler ça une location meublée. Exactement. Elle n'est pas très longue, hein, mais en tout cas, elle est très importante. Sinon, considérer un meublé sans avoir cette liste de mobilier, vous n'êtes plus en meublé, vous êtes en location nue. Et donc, pour répondre à la question juste après, Hervé, je ne sais pas si vous voyez, mais on nous demande si le bail commercial est concerné également par l'encadrement des loyers. La réponse est non. La réponse est non, puisque en fait, dans ce cas-là, votre locataire est une société. Donc, si on prend le cadre des résidences services étudiantes, c'est ce que nous, on propose à nos investisseurs au travers d'une marque qui s'appelle Les Belles Années. Et donc, effectivement, Les Belles Années vont louer des logements à des étudiants. Et donc, ça, c'est une prestation, on va dire, commerciale. Et donc, on n'est pas concerné par le plafonnement des loyers. Très bien, parfait. Allez, les internautes, continuez à poser vos questions. On a encore une grosse demi-heure ensemble avec nos experts, Pierre-Emmanuel Jus, directeur commercial régional chez Valority, et Morgane Bentata, qui est directrice administration de biens chez Valority, sur ce sujet de la gestion locative de votre bien immobilier en France depuis l'étranger. Moi, j'avais une question, c'est comment on collecte les loyers, on gère les paiements, la domiciliation du charge quand on vit à l'étranger, justement. Comment vous faites avec vos clients? Comment je fais parce qu'il est 2 h du matin en France, j'ai besoin de contacter mon gestionnaire, j'ai besoin de faire ma déclaration de revenus en France. Évidemment, je me suis réveillé la veille de la fin de la déclaration. Nous, évidemment, vous avez un gestionnaire qui est dédié. Est-ce que vous voyez l'écran, Hervé? Oui, on voit l'écran. C'est bon, petit, mais on voit quand même. Est-ce que vous voyez l'écran, Hervé? Oui, on super. Voit. Alors, donc là, en fait, on a un site internet qui est dédié à l'ensemble de nos propriétaires. Donc, ils ont un petit identifiant, un petit mot de passe. Ils vont retrouver sur le site internet l'ensemble de leurs biens. Alors, je tiens à dire qu'on a choisi de prendre un petit risque et de le faire en live. Ça ne marchait pas à 12h55. Donc là, ça marche, je suis content. Pourquoi? Parce qu'on a mis un vrai utilisateur. Même s'il s'appelle utilisateur test là-haut, on a tout simplement changé son nom. Mais c'est un vrai investisseur, donc c'est quelqu'un qui a réalisé des investissements chez nous. Et donc, il est 2 h du matin, je peux suivre mes investissements. Donc, ça veut dire que je vais retrouver mon bien. Si je vais sur le premier bien, vous allez avoir les informations, évidemment, de l'investissement, le contact de la gestion, par exemple, si on va dessus. Donc là, déjà, ça veut dire que vous allez retrouver en une photographie la photographie du mois, c'est-à-dire le loyer encaissé, les charges qui ont été payées et les résiduels. Et en bas, à droite, vous avez les coordonnées de la gestionnaire. Donc, dans l'état, ici, c'était Charlène. Donc ça, c'est le premier point, c'est que vous pouvez contacter vos gestionnaires à tout moment. Donc évidemment, il y a des mails, évidemment, il y a des numéros de téléphone. Mais imaginons qu'avec le décalage horaire, vous n'y ayez pas accès. Là, vous avez la possibilité de suivre et de poser des questions, d'envoyer des documents à vos gestionnaires, ça c'est très important, directement. Et puis, évidemment, nous, quand je dis nous, les services de Morgane peuvent suivre beaucoup plus précisément les questions et les réponses sur le site de nos clients que sur les mails de nos gestionnaires. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et le point également qui est important, c'est qu'on va retrouver, si tu veux bien descendre, Florence, l'ensemble de l'historique des documents. Depuis le tout début de la gestion. Oui, exactement. Donc là, vous retrouvez les synthèses de loyer, tout ce qui vous avait été versé, tout ce que vous avez payé en charge. Là, tout est dessus. Et puis là, on va arriver en France au moment des déclarations de revenus. Ça commence le 13 avril pour les premiers départements. Et vous avez les outils d'aide à la déclaration des revenus, donc les différents justificatifs. Et surtout, si on repasse sur le diaporama Florence, vous avez la possibilité tout simplement de télécharger un document qui est pré-rempli. Hop là, voilà. Vous avez le document qui est pré-rempli, donc la fameuse 2044 du document des impôts. Il va vous manquer les intérêts d'emprunt et votre assurance de prêt si vous nous avez confié nos charges, mais le document pour la déclaration de revenus est pré-rempli directement sur l'espace client. Vous retrouvez tout l'historique, vous pouvez contacter évidemment vos gestionnaires et vous avez accès à l'ensemble des documents. C'est pas mal ça.
Très bien, merci pour cette démonstration. Les internautes, si vous avez des questions en particulier, évidemment, n'hésitez pas. J'ai une question de Corinne qui demande s'il y a des travaux effectués, comment ça se passe? C'est-à-dire que voilà, j'ai un bien, il est en gestion locative, je suis à l'étranger. Bon, voilà, il faut faire des travaux. Donc, du coup, comment est-ce que ça se passe? Ou éventuellement, également, comment ça se passe quand il faut changer de locataire? Alors, effectivement, quand il y a des travaux à effectuer, nous, on s'occupe de tout. On s'occupe de commander les travaux, de les réceptionner, de les vérifier. Et on propose, alors, sur les petites sommes inférieures à 200 €, on propose un devis à l'investisseur. Si ça lui convient, très bien, c'est validé, on fait exécuter les travaux. Si on est sur des sommes qui dépassent 500 €, donc généralement, ça, c'est pour des biens qui nécessitent beaucoup de travaux, hein. Là, on va proposer plusieurs devis au propriétaire et il nous dira ce qui l'intéresse le mieux. L'avantage, c'est que nous sommes implantés depuis 38 ans. Donc, on travaille avec des entreprises locales sur les grandes villes, sur toutes les villes, avec lesquelles on a l'habitude de travailler. Donc, avec une fluidité, on sait que les travaux sont bien faits. On a nos collaborateurs sur place qui viennent contrôler la réception des travaux. Et quand il y a énormément, par exemple, on a un portefeuille historique à Lyon, on a dû remettre en état quelques logements pour respecter la réforme des diagnostics. De vieux appartements, vraiment. Là, nous, on a créé notre société de travaux qui permet de, 1, maîtriser les coûts pour les investisseurs et 2, maîtriser aussi les délais d'intervention. Très bien, parfait. Merci beaucoup pour cette réponse. J'ai une question de Catherine qui demande, peut-être qu'elle est avec une agence aujourd'hui, elle demande comment changer d'agence de location si aucun service n'est fourni comme prévu, ou plus simplement comment changer. Est-ce que c'est facile de changer d'agence quand on n'est pas satisfait? Il y a une nouvelle loi pour ça, Morgane, non? Alors, il n'y a pas une nouvelle loi. Il y a deux choses déjà. Il faut savoir qu'un administrateur de biens, il a une obligation de moyens et pas de résultats. S'il est en incapacité de vous justifier ce qui a été mis en œuvre pour, je ne sais pas, pour résoudre un sinistre ou pour résoudre un impayé ou quoi que ce soit, généralement, vous pouvez résilier votre mandat en sautant la case frais de résiliation. Bien évidemment, on va être très clair, il n'y a aucun administrateur de biens qui veut être assigné pour un refus de résiliation alors que le travail n'a pas été effectué, puisque nous avons quand même une obligation de moyens. Nous devons justifier à nos investisseurs, à nos propriétaires que nous avons tout mis en œuvre pour réussir, même si nous n'avons pas l'obligation de résultat, nous devons justifier notre travail. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que si votre administrateur de biens ne vous prévient pas de la fin du mandat de gestion, alors, l'obligation était telle qu'il devait vous informer, alors vous avez le droit de résilier à tout moment avec la loi Châtel. D'accord, très bien. Ben voilà, Catherine a sa réponse. Personne ne le fait. Hein, Oui. c'est-à-dire qu'il y a assez peu de gestionnaires qui vous préviennent. Un petit peu comme votre assurance voiture, vous recevez un mois avant votre jolie carte verte et on vous dit le renouvellement c'est le 23 avril. Bah, le fait de ne pas le faire aujourd'hui, vous pouvez résilier. Alors, de toute façon, dans les liens qui vont vous être envoyés, ce qu'on va vous proposer, c'est de voir si vous avez des logements qui sont en France et que vous pensez que l'accompagnement Valority peut être une solution. En tous les cas, vous voulez l'étudier. On va vous mettre un petit lien dans les commentaires. Ce petit lien va vous permettre de renseigner le code postal du bien que vous souhaitez mettre en location. C'est quelque chose de très important pour nous parce qu'on a un mandat de gestion aujourd'hui qui est performant. On a des niveaux de perception des loyers et de vacances locatives qui sont fantomatiques. Et donc, pourquoi? Parce qu'on choisit aussi les biens. Donc, je vais essayer de ne pas me fâcher avec les habitants de Sedan ou les habitants de Lourdes. Mais si vous tapez ce genre de code postal, malheureusement, on n'ira pas. Et si le code postal est éligible, vous serez en mesure en ligne d'estimer le coût de la gestion locative et de faire une demande de contact et vous serez mis en main avec nos gestionnaires. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui vous avez la simulation en direct. Hein, ce n'est pas un mail qu'on vous envoie pour dire que vous allez être recontacté pour vous donner vos honoraires. Non. Vous remplissez le simulateur, vous avez votre estimation de frais en direct. Mais de toute façon, on va parler des frais parce qu'ils sont un peu plus tard, mais ils sont très simples puisqu'on a seulement 2 facturations. Très bien, on va en parler maintenant. C'est bon l'écran, Hervé, là, vous le voyez sur le petit lien qu'on va pouvoir mettre à disposition?
On voit le simulateur et on a le lien dans le chat des internautes. Donc, n'hésitez pas à regarder et à cliquer. Ce qui permet de rentrer un petit peu dans le détail du mandat de gestion, puisque, en fait, souvent, souvent, la facturation des sociétés d'administration de biens sont souvent opaques. Quand on demande à un client combien vous payez ou combien ça vous coûte, ils ne savent pas nous répondre. Donc, nous, on a essayé de transformer ça en disant combien ça coûte. On a un mandat de gestion qui est tout inclus avec tous les services et pas de surfacturation. Je vais laisser Morgane en parler, mais je pense que c'est quelque chose qui est très important. Oui, effectivement, le coût de la gestion locative est très important. Alors, pour vous expliquer pourquoi on fonctionne sur un mandat tout inclus, on va juste revenir un petit peu sur l'histoire du groupe. Effectivement, à la base, on ne gère que ce qu'on vend. Donc, on gère uniquement les biens de nos clients qu'on a vendus finalement. Donc, nous, on avait assuré un effort d'épargne mensuel, on avait assuré une rentabilité. Donc, si nous, en tant que gestionnaire, derrière, on vient facturer, refacturer, surfacturer nos investisseurs, finalement, la rentabilité qui avait été annoncée et l'effort d'épargne qui avait été annoncé n'est plus la bonne. Donc, on a tout intérêt à avoir un mandat tout inclus, 21 prestations pour un seul taux de gestion qui est de 7% hors taxe du loyer annuel. Et ça ne bouge pas. Donc, vous avez la deuxième facturation dont je vous ai parlé, ce sont les honoraires de mise en location. Bien évidemment, la mise en location, nous, on ne délègue rien. On ne délègue pas le traitement des contacts, on ne délègue pas les visites, puisque toutes nos visites sont accompagnées. Je sais qu'il y a certains confrères qui remettent des clés en échange d'une pièce d'identité. Ce n'est pas le cas chez nous. On ne fait pas ce genre de choses. Donc, visite, accompagnement. Les états des lieux aussi sont faits, sont faits maison. Oui, ils sont faits maison. Ils sont faits par nos propres collaborateurs, ce qui nous permet aussi de maîtriser l'état des logements et notre parc immobilier. Et ça, c'est vraiment primordial. Donc, vous avez la facturation sur les honoraires de mise en location. Ça, c'est 7,5% hors charge du loyer annuel. Et les honoraires de gestion de 7% hors taxe du montant du loyer. Peu importe ce qu'il se passe sur votre logement. C'est-à-dire que si demain, nous devons nous rendre à des expertises à l'autre bout de la France, si nous devons assister à des conciliations, des médiations, si nous devons traiter des dossiers particuliers, si nous devons faire des travaux, faire effectuer des travaux dans votre logement, il n'y a pas de facturation supplémentaire. Et très souvent, donc comme vous pouvez le voir, il y a 21 prestations, donc on les a divisées en avant, pendant et après la location. C'est juste pour vous donner un exemple exactement de tout ce qu'on fait. Je vais prendre 3 exemples que l'on voit souvent facturés chez les confrères. Quand je dis souvent, c'est tout le temps. Par exemple, vous savez, Hervé, que nous, on vend pas mal de logements neufs, donc avec des livraisons qui vont se situer dans 1 an et demi, 2 ans. Et donc, par exemple, la livraison du bien, l'accompagnement de nos propriétaires, la livraison du bien ou la délégation, tout simplement, quand ils nous le confient, la levée des réserves, ça, c'est une prestation qui est comprise dans notre mandat de gestion. Voilà. Aujourd'hui, c'est une prestation qui est facturée entre 200 et 300 euros chez les grands noms de la place. Le petit exemple que je vous ai montré tout à l'heure sur la déclaration de revenus, aujourd'hui, ça, c'est payant systématique et on ne vous remplit pas la 2044. On vous donne un état des dépenses et des recettes annuelles pour que vous reportiez, vous, dans votre déclaration de revenus. Donc, soit vous faites l'addition de tout ce que vous recevez tous les mois. Si vous demandez une réédition de vos comptes chez le premier opérateur de France, il vous prend entre 50 et 150 euros. Donc, tous ces petits frais cachés sont des choses importantes. Et ils ne sont pas accompagnés par un conseiller en gestion de patrimoine, même en visio pour nos expatriés à l'étranger. Et il y a un petit truc que je ne maîtrise pas trop, donc c'est Morgane qui vous en parlait, c'est la facturation au taux horaire. Enfin, tu as un mot pour ça? Ah oui, la vacation horaire. Voilà. Effectivement, beaucoup de nos confrères, si vous voulez, ont un mandat qui facialement est très attractif. On va vous présenter du 4, du 5% ou même de 1 an de gestion offerte. Mais derrière, vous allez avoir une multitude de petites facturations supplémentaires. Donc, comme le disait Pierre-Emmanuel, sur l'aide à la déclaration, sur le traitement d'un sinistre, le traitement des travaux, le fait de se rendre à une expertise ou de se rendre à une conciliation. Donc, ces 4 choses-là, sinistre, travaux, expertise, conciliation, c'est de la vacation horaire. D'accord. Donc, si la personne qui est en charge de votre dossier va mettre 4 heures à traiter votre impayé, donc déjà, vous avez un impayé, mais en plus, vous allez avoir de la vacation horaire facturée pour le traitement de votre dossier. Donc, pour répondre à Bernard, que je vois dans le fil de questions, Bernard, allez sur le simulateur et sur le lien, faites le calcul et le prix qui sera indiqué, c'est le prix tout compris. Et vous pouvez après prendre votre petite calculette ou vos petits papiers de votre gestionnaire actuel et vous verrez que normalement, ça va bien se passer.
D'accord. Ça va bien se passer aussi par rapport aux résultats. Je pense que c'est important d'avoir la promesse client. C'est de se dire qu'aujourd'hui, nous, on reverse 60 millions d'euros de loyer par an à nos propriétaires. La gestion des impayés chez nous, c'est quelque chose qui est aussi très maîtrisé parce que je crois qu'on a pris une initiative sur le sujet, Morgane. Oui, effectivement, nous, la gestion des impayés, c'est quelque chose qui… les impayés, c'est épidermique chez nous. Donc, on est très, très, très à cheval sur les impayés. On s'est rendu compte déjà, pour maîtriser un impayé, il fallait faire une bonne étude, une bonne enquête de solvabilité, une bonne étude du dossier. C'est déjà une grosse partie du chemin quand même. Effectivement. Deuxième chose, et là, vraiment, généralement, on n'y pense pas, c'est qu'un logement qui est bien entretenu, le locataire va vouloir payer son loyer. Parfois, il y a des locataires qui arrêtent de payer leur loyer parce qu'ils ont des sinistres et que leur gestionnaire ne leur répond pas. Et donc, ce n'est pas du vrai impayé finalement, mais c'est de l'impayé par insatisfaction. Et le troisième élément, nous avons fait le choix donc, de créer dans notre structure une société qui s'appelle la Française de recouvrement. Et donc c'est une société de recouvrement. On a embauché des anciens clercs d'huissier. Et ça, c'est très, très important. Parce que souvent, on se dit, pour aller récupérer un impayé envers un locataire, il faut être dur, il faut être ferme, il faut jouer un peu le rôle du méchant. Pas du tout. Le maintien du lien sur un impayé est essentiel. Comprendre la situation du locataire pour ne serait-ce qu'obtenir des paiements partiels, c'est essentiel. Donc, il ne faut pas jouer les gros bras et finalement prendre le rôle du méchant quand on a un impayé. Pas du tout, parce que là, ça rompt la relation, le lien de confiance est brisé. Et donc, recouvrir l'impayé sur ce genre de situation, c'est quasiment impossible. On a fait le choix d'embaucher des clercs d'huissier qui maintiennent le lien avec nos locataires, qui prennent des paiements par téléphone. Nos espaces clients locataires permettent de régler en totalité ou partiellement leur loyer. Et ça, c'est important parce que finalement, tous les paiements qu'on peut prendre en compte, il faut les prendre en compte. Donc, pour donner un chiffre, parce que ça, c'est très important, c'est 60 millions d'euros de loyer reversés par an, 72 000 euros d'impayés à la fin de l'année pour vous donner un ordre d'idée. Donc, je laisse les profs de maths faire le calcul et diviser. Et moi, on peut vous regarder droit dans les yeux et vous dire que les loyers impayés chez Valoretti, ça n'existe pas. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Effectivement, il y a 72 000 euros d'impayés à la fin de l'année sur 60 millions de quittancés. Mais ce n'est pas du vrai impayé, puisque l'assurance loyer impayé, la GLI, comme on l'appelle, vient combler et vient indemniser. Hein, bien évidemment, le propriétaire ne reste pas sans loyer. Hervé, on peut montrer peut-être une chose qui est intéressante. Morgane disait, c'est vrai que un locataire qui est insatisfait parce qu'il y a une réparation qui n'a pas été faite dans son logement, parfois il peut menacer ou se mettre en défaut et arrêter de payer son loyer. Donc là, vous voyez le même site que pour nos clients, mais nos autres clients, nos clients locataires. Donc là, vous avez le client locataire qui a son propre site avec l'intégralité de ses relevés, ses quittances, etc. S'il a besoin de faire un prêt, par exemple, il va pouvoir télécharger l'ensemble de ses pièces. Ça, c'est intéressant. Vous avez ses paiements, donc, puisque évidemment, il peut payer en ligne. Juste avant. Juste avant, là, au milieu. Voilà. Donc là, il peut payer directement en ligne également. Il est bien à jour. Voilà, là, il est à jour. Et vous avez, regardez bien, ça c'est génial, on est les seuls à le faire. Le locataire peut déclarer ses sinistres. Alors évidemment, dans son appartement, mais je crois qu'on a été plus loin que ça. Dans les parties communes également. Voilà. Puisque souvent, en fait, ce ne sont pas les investisseurs qui sont dans les appartements. Forcément, encore, c'est de l'investissement locatif. Et donc, les parties communes ne sont pas souvent un sujet pour les locataires. Alors qu'en fait, si, c'est très important. Et surtout, pourquoi on a créé cet onglet déclaration de sinistre dans notre espace client locataire? Souvent, on se rendait compte auparavant qu'on découvrait un sinistre, par exemple un petit dégât des eaux ou quelque chose comme ça, à la sortie du locataire, lorsqu'on faisait l'état des lieux de sortie. Le locataire ne nous prévenait pas. Pourquoi? Souvent, ils ont peur que ce soit eux qui payent et pas l'assurance. Alors que finalement, il y a une prise en charge de l'assurance MRH. Donc ça, c'est très important également. Et la deuxième chose, c'est qu'il fallait orienter nos locataires pour déclarer un sinistre. Parce que quand on se retrouve face à un sinistre, souvent, on ne sait pas par où commencer pour le déclarer. On ne sait pas ce qu'il faut faire. On ne sait pas si c'est un dégât des eaux. On ne sait pas si c'est une tache. On ne sait pas si c'est une auréole. On ne sait pas si c'est l'usure. Donc, c'était très important pour nous d'orienter les locataires avec l'outil qu'on a créé, avec la possibilité de mettre des photos directement pour que le gestionnaire puisse les avoir. Mais effectivement, de l'orienter dans sa déclaration de sinistre. Parce que c'était ça le plus compliqué, c'est que le locataire, finalement, ne le déclarait pas parce qu'il ne savait pas faire. Et quand on ne déclare pas un sinistre, ça veut dire qu'à l'état des lieux de sortie, il faut prendre le temps de faire les travaux de remise en état. Et là, on perd du temps sur la prochaine location. Voilà, c'est exactement ça. C'est que nous, ce qui est important, c'est que l'entretien soit bien entretenu, que le locataire nous alerte.
par des moyens qui sont simples et efficaces. Il prend une photo de quelque chose qui est dégradé, voilà, un volet qui ne fonctionne plus ou un dégât des eaux ou des choses comme ça. Il prend une photo, on peut traiter directement la chose plutôt que de le découvrir lorsqu'il s'en va, parce que quand il s'en va, il faut qu'on répare. Et du coup, on rate la prochaine location et on se retrouve avec un propriétaire qui va peut-être passer 1 mois ou 1 mois et demi sans locataire, y compris sur des zones tendues, tout ça pour des travaux. Donc, c'est la façon qu'on a choisi de digitaliser également la relation avec nos locataires et nos propriétaires pour que ce soit 100% disponible, tout le temps en ligne. Vous savez, les sociétés de gestion, souvent, on dit on n'arrive pas à les joindre, ils ne répondent pas, etc. Et bien là, vous avez la possibilité à toute heure du jour et de la nuit de pouvoir contacter, informer, alerter le gestionnaire, récupérer des documents, en déposer également. Donc ça, c'est important. C'est particulièrement pratique, évidemment, pour nos Français qui vivent à l'étranger. C'était un peu l'idée. Après, quand on habite Strasbourg et qu'on a acheté un appartement à Lyon, ce n'est pas très différent que si j'habite à Londres ou encore plus loin. Voilà. Mais bon, ce qu'on a mis pour nos clients de Strasbourg, on peut le mettre en œuvre pour nos clients d'un peu plus loin. Très bien. Allez, on reprend quelques questions des internautes. Ouais. Il nous reste une quinzaine de minutes, donc posez bien vos questions, les internautes. Déjà, une précision. Armand demande, les 7% sont vraiment sur les loyers et non sur les encaissements. Donc, je vous laisse apporter la précision. Non, bien évidemment, oui, c'est exact, sur les encaissements, sur les sommes encaissées. D'accord, très bien. Carmen demande, travaillez-vous avec des bails mobilité? Ce type de bail est-il concerné par l'encadrement des loyers? Oui, le bail mobilité, ce sont pour les professionnels, enfin, c'est des baux sur plus courte durée. Généralement, c'est dans le meublé. Il y a plusieurs moyens d'éviter le contournement des loyers. C'est la résidence secondaire et c'est le logement de fonction des locataires. Pour moi, le bail mobilité n'est pas concerné et rentre dans le plafonnement des loyers. Voilà, on déconseille de faire ce genre de choses, de louer une résidence locative en expliquant, en faisant signer un bail où le locataire déclare que c'est sa résidence secondaire. On pense que ce n'est pas la bonne stratégie. Très bien, parfait. Moi, j'ai une question par rapport au départ d'un locataire, c'est-à-dire que soit mon locataire va partir, soit il est déjà parti. Comment est-ce que vous accompagnez cette période-là et le fait de devoir à la fois accompagner le départ et puis des travaux éventuels et puis rechercher. La loi encadre aussi évidemment les préavis, la remise en location sur le marché. Bien sûr, c'est bien rodé, dans le sens où on a l'information, donc l'information, on la par le locataire. Parce que le locataire, aujourd'hui, même si aujourd'hui on travaille en 100% dématérialisé, il y a quelque chose qui subsiste encore, c'est le recommander en bonne et due forme pour pouvoir poser sa dédite. Une fois qu'on a cette information, nous, elle est traitée instantanément. C'est-à-dire du moment où on la reçoit, quand on la rentre dans notre logiciel, ça déclenche toutes les annonces de mise en location du bien. Ce qui fait qu'on ne perd pas de temps déjà. Et ce temps est très précieux, puisque vous en avez parlé, les préavis les plus courts sont d'1 mois. Donc 1 mois pour traiter la dédite, mettre en ligne les annonces, faire les visites et relouer, ça peut être court quand on n'est pas équipé. L'avantage qu'on a, c'est qu'on est équipé, on saisit la dédite, ça rediffuse automatiquement toutes les annonces sur toutes les plateformes. Alors, petite parenthèse sur les plateformes, on a des plateformes en veux-tu, en voilà. Il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus. Il y a des plateformes qui génèrent 99% des contacts, c'est Se Loger et Le Bon Coin. Alors, bien évidemment, parfois, on a des propriétaires qui nous disent « Mais vous n'avez pas mis sur Bien Ici, vous n'avez pas mis sur Paris Vendu, vous n'avez pas mis sur… » 99% des contacts chez les administrateurs de biens viennent du Bon Coin et de Se Loger. Donc ça, c'est très important. Ensuite, de la même façon, je vous disais que nous, on fait les états des lieux d'entrée et de sortie. Donc, du moment où le locataire pose sa dédite, on fait physiquement. Avec une vraie personne. Avec une vraie personne. J'en vois pas des photos pas de mon appart. délégué. Non, et pas délégué surtout, qui nous permet de maîtriser. Et on fait aussi, on envoie des documents de pré-état des lieux. C'est-à-dire qu'on explique au locataire déjà les retenues qui vont être faites si les travaux ne sont pas faits avant la remise en état du logement. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en tant que locataire, il faut rendre le logement tel qu'il nous a été mis à disposition. Hormis la vétusté, un petit peu d'usure, forcément. Mais un locataire qui dit « Mais j'ai tout repeint en jaune, la peinture est super bien faite. » Oui, d'accord, mais le jaune, ça ne plaît pas à tout le monde. Donc, on explique au locataire « Remettez les murs blancs, bouchez les trous. » Tout ça, ça va permettre déjà d'éviter les surprises à l'état des lieux de sortie. Et ensuite, dès qu'on a l'état des lieux de sortie, on regarde
S'il y a des travaux à effectuer, on les fait effectuer. Et surtout, quand il y a des petits travaux, nous, on explique aux locataires qui rentrent juste après, vous inquiétez pas, c'est fait dans la semaine. Ce qui nous évite d'avoir une vacance locative entre les deux locations. Un candidat locataire, pardon, Pierre-Emmanuel, si il adore le logement, mais qu'il y a je sais pas, il y a des menus travaux à faire, mais qu'on ne lui dit pas qu'on va les faire, peut-être que ça va le refroidir. Sinon, on explique, vous inquiétez pas, la date d'intervention, elle est prévue à tel jour, telle heure, il n'y a pas de sujet. Si vous voulez vérifier tout ça, je pense que c'est important aussi. Donc, je pense qu'on est la seule société de gestion à avoir 3,9 sur 5 d'avis sur Google. On a plus de 2700 avis. Vous verrez que, comme un restaurant, il y a des avis positifs et des avis négatifs. Les avis négatifs sont souvent concentrés par nos locataires, puisque Valority Administration de Biens a 2 clients, le propriétaire et le locataire. Et je vous invite à aller voir les avis. Vous verrez que les avis positifs et très positifs sont très régulièrement les avis des propriétaires. Et les avis négatifs sont très régulièrement les avis des locataires qui disent « Oui, on m'a retenu tant d'argent sur mon dépôt de garantie, c'est pas juste, etc. etc. » On l'assume. On l'assume pourquoi? Parce que, évidemment, on est là pour bien traiter nos locataires. C'est une évidence et qu'ils habitent dans des logements confortables. Mais on est surtout là pour protéger le patrimoine de nos propriétaires. Et ça, c'est important. Donc, allez voir les avis Google de Valority Administration de Biens et rendez-vous compte de ce que l'on est capable de faire. Je pense que c'est aussi intéressant pour nos internautes. Allez, on aborde les 10-15 dernières minutes là, du webinaire. Donc, posez bien vos dernières questions, les internautes. Moi, j'avais une question qui était, en fait, quels sont, selon vous, vous avez l'habitude de travailler avec des Français qui sont à l'étranger, hein, des non-résidents, des gens qui vivent un petit peu partout. Et je voulais savoir un petit peu quels étaient les défis, justement, pour ces gens-là par rapport à la gestion locative quand on est propriétaire et qu'on est expatrié. Quels sont les risques, les enjeux? Alors, soit parce qu'on est déjà propriétaire, soit parce qu'on pense le devenir. Et finalement, quel accompagnement vous apportez en particulier à ces moments-là et je dirais aussi les points de vigilance qu'il faut avoir? Je pense que le premier point, on en a parlé un petit peu au départ, c'est vraiment le fait de respecter la réglementation, puisqu'on est dans un pays qui change sa réglementation tout le temps. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est extrêmement difficile de gérer seul ses biens, par exemple, et on le conseille également aux Français qui habitent en France. Voilà, il faut savoir que les charges, c'est-à-dire le coût d'un mandat de gestion et d'un accompagnement sur la gestion locative de ces logements sont déductibles des revenus que l'on perçoit et des revenus locatifs. Donc, ce n'est pas un coût réel. Si je dépense 100 €, finalement, je vais pouvoir le déduire des loyers que je vais percevoir. Donc, ça, c'est des choses qui sont quand même importantes. Donc, le fait d'être accompagné sur tous ces changements de réglementation sont importants. Et la réglementation, aujourd'hui, elle est opposable aux propriétaires. Si vous ne respectez pas la loi, les bricoles, ce que vous a parlé Morgane sur le permis de louer. Le permis de louer, il y a 480 communes qui l'ont mis en place. Il y en a une qui fait des visites systématiques. Tous les autres, on envoie le papier. Ils ont un mois pour répondre. Il y en a 90% qui ne répondent pas au bout d'un mois. Donc, on a ajouté une couche de papier dans le millefeuille. Vous ne respectez pas ça, vous risquez une sanction. D'accord? Donc, on pense qu'aujourd'hui, l'administration de ces biens est quand même importante. Pour moi, c'est 1, la réglementation. 2, c'est en fait, quand tout va bien, on a besoin de personne. C'est toujours se poser la question de qu'est-ce qui va se passer si j'ai une dégradation dans mon logement ou si j'ai des travaux à faire. Voilà, c'est les dégradations, les travaux qu'il y a à faire, le départ du locataire, la remise en location et évidemment la gestion des impayés. C'est est-ce qu'aujourd'hui la solution que j'ai me satisfait ou ne me satisfait pas et est-ce qu'aujourd'hui je peux être accompagné correctement avec de la performance, avec une société qui a tout intégré. Je crois que ce que vous a dit Morgane et ce qui est très important, c'est que nous on a tout intégré, y compris le recouvrement des loyers. D'accord? C'est-à-dire qu'entre un recommandé et un huissier qui frappe à votre porte, ce n'est pas tout à fait la même chose dans la négociation. Oui, c'est ça, parce que j'ai omis de le dire. C'est vrai qu'on a un partenariat avec une étude d'huissier nationale en France. Nous, à partir du 25 du mois, le loyer n'est pas payé, on a une petite visite domiciliaire et on toque à la porte. Et ça ne coûte pas plus cher aux propriétaires. C'est-à-dire que nous avons fait le choix de mettre en place tous ces process. Et puis, on va être très clair, c'est 1, pour défendre l'intérêt de l'investisseur, du propriétaire. Puis nous, s'il n'y a pas de loyer, on ne touche pas d'honoraires. Donc, on a tout intérêt à ce que les loyers soient perçus. 7% d'un logement pas loué, ça ne fait pas beaucoup d'argent. Il y a un élément qui est très important, et je m'adresse surtout aux expatriés, c'est la communication. On le sait, en France, on a beaucoup d'administrateurs de biens, mais il y a un défaut principal, majeur, et qui est vraiment commun à tous les administrateurs de biens,
c'est le défaut de communication. C'est pour ça qu'on a créé nos espaces clients, c'est pour ça que nos téléphones sont statés, c'est pour ça qu'il est évidemment essentiel de communiquer, même si on fait tout, même si on fait tout pour nos clients ne s'occupent absolument pas aujourd'hui de leurs biens, mais il faut communiquer systématiquement pour qu'ils soient au courant finalement de tout ce qui se passe dans leur logement. Et ça les rassure que c'est quelque chose, qu'il y ait un sinistre ou pas, il faut communiquer. La communication est clé chez nous, en tout cas dans le groupe de manière générale. Hervé, la société d'administration de biens qui est à l'étage, je sais plus, au-dessus, enfin 2 étages au-dessus d'où on est ce midi, peut-être qu'il va y avoir 600 appels aujourd'hui, entrants. 600 appels. Donc évidemment, il y a des gens qui répondent au téléphone, il n'y a pas de problème, mais c'est toujours la communication, comme l'a dit Morgane, on peut dire j'ai du mal à joindre mon gestionnaire, j'ai du mal à joindre ma société d'administration de biens. Donc même si vous mettez tous les process en place, on ne va pas ouvrir un centre d'appel pour répondre. Voilà, on essaie de rater le moins d'appels possible, de rappeler les gens, etc. Évidemment, mais l'outil aujourd'hui digital de l'espace client, et on essaie de vous le montrer pour les propriétaires, ça c'est le suivi de mon investissement, le suivi de mes biens, mais également pour le locataire, permet aujourd'hui d'avoir une réponse et de ne pas être sans réponse de la part de son gestionnaire. On a besoin de toute façon de digitalisation dans nos métiers parce qu'on est dans du très concret. C'est un trousseau de clés, un vrai appartement, des travaux, un volet qui ne marche pas. Tout ça, c'est des personnes qui doivent se déplacer. Donc, c'est important que la relation, très concrètement dans mon appartement, soit avec un vrai humain, mais que la relation avec mon gestionnaire, elle soit le plus digitalisée possible pour avoir le maximum de réponses et le maximum de réactivité. C'est bien de le dire, parce que c'est un gestionnaire dédié. C'est-à-dire que si vous avez une question comptable, on ne va pas vous dire « Ah ben, je suis désolé, les comptables sont partis aujourd'hui » ou « Le service comptable ne répond pas, rappelez demain ». Vous avez un gestionnaire dédié. Il y a une multitude de compétences et de services derrière. Comptabilité, le recouvrement, les gestionnaires sinistres, on a des juristes. Mais l'interlocuteur principal de nos clients, c'est son gestionnaire dédié. Ce qui lui permet que quand il a une question, il a une seule personne à appeler et ça lui évite ce genre de choses qui sont un peu parfois, qui génèrent beaucoup de frustration. C'est non, les comptables sont partis. Pardon pour les comptables, mais c'est souvent les comptables. Je vais répondre à la question parce que je crois que je n'ai pas été assez précis. On a Armande qui nous dit, si j'ai bien compris, je peux déduire les frais de gestion immobilière de la base de mon impôt sur le revenu. Alors, ce n'est pas tout à fait, ce n'est pas vos impôts sur le revenu salarié, c'est de vos revenus locatifs. Donc, lorsque vous louez un logement, vous percevez des loyers en face, vous avez des charges. Donc, je perçois 500 € de loyer ou 5 000 € de loyer par an. En face, j'ai 2 000 € de charges. Je vais pouvoir déduire mes charges. Donc, effectivement, ma taxe foncière, par exemple, je vais pouvoir également déduire mes frais de gestion, mes intérêts d'emprunt, mon assurance propriétaire non occupant, toutes les dépenses qui sont liées au logement, on va pouvoir les déduire de ces revenus. Et donc, j'ai des recettes et des dépenses. À la fin, j'ai un bilan. S'il est positif, il vient s'ajouter à vos revenus salariés. S'il est négatif, il vient en déduction de vos revenus salariés pour ceux qui ont des revenus et des contrats français. Très bien. C'est peut-être vous accompagner également sur les déclarations de revenus. Oui. Ouais, on va attaquer ça bientôt. Ça commence le 13 avril. Donc, on dédie des temps à nos clients en visio, en physique, et également pour vérifier les éléments qui sont à leur disposition et qu'ils ne fassent pas d'erreur. On n'est pas expert comptable, on n'est pas là pour faire la déclaration de revenus de nos clients. On n'a pas le droit de le faire et on s'en prémunit. Voilà, mais on est là, on vérifie notre partie pour qu'il n'y ait pas d'écueil. D'accord, mais ça permet de les sensibiliser aussi et de rappeler ou de gérer les changements de locataires, les changements de situation. J'avais un logement qui était loué en foncier. Finalement, je loue désormais en meublé. C'est arrivé au mois de juillet. Donc, les déclarations ne sont pas sur les mêmes feuillets. C'est des choses qui sont compliquées. Là, on en a la maîtrise. Donc, ça nous permet d'accompagner, de vérifier que nos clients ne fassent pas d'erreur. Et pour la déclaration, ce qui est important aussi, c'est qu'on n'en a pas parlé, c'est nous, on fait domicilier les appels de fonds chez nous. C'est-à-dire que les investisseurs n'ont pas à régler leurs appels de fonds auprès du syndic, parce que ça leur fait déjà 2 interlocuteurs. Et je pense aux expatriés, quand ils sont déjà à l'étranger. Souvent, les gens confondent le gestionnaire. Exactement, gestionnaire administration de biens, donc gestionnaire locatif, partie privative, syndic, partie commune. Mais c'est le gestionnaire qui fait le lien avec le syndic, dans tous les cas. Et ça, c'est très important pour les expatriés, parce que vous n'avez pas 2 interlocuteurs, votre syndic et votre gestionnaire. Nous, on fait domicilier l'intégralité de nos clients chez nous, ce qui nous permet, de régler les appels de fonds pour le compte de nos clients. Donc, bien évidemment, c'est pris sur les loyers qui devaient être perçus. Et la deuxième chose… On reçoit quand même ce que je paye. Oui, bien sûr. Pierre-Emmanuel est client chez nous, donc je sais. Et la deuxième chose, ça nous permet aussi de vérifier les appels de fonds. Par exemple, d'un coup, on va avoir une facture d'eau qui va exploser. Donc, nous, on va se dire, attention,
il y a peut-être une fuite quelque part sur les canalisations dans les arrivées d'eau. On va bloquer les appels de fonds. Il faut le faire parce que sinon c'est facile, vous allez régler, puis derrière on va vous dire bon bah c'est terminé, l'exercice fiscal est clôturé, on passe à autre chose, l'année prochaine on se rappelle. Voilà. Nous on va bloquer les appels de fonds, on va demander aux syndics merci de justifier la consommation d'eau. Sur la partie fiscale, Hervé, on apporte aussi des conseils à nos clients. Je pense notamment évidemment à nos internautes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des dispositifs fiscaux qui sont quand même qui peuvent être plus intéressants que d'autres. Je pense notamment à la location meublée lorsqu'on est à l'étranger. Donc, si vous avez un patrimoine existant et que vous vous posez la question, est-ce que ça vaut le coup de passer mon logement en meublé ou pas si j'ai un changement de locataire cette année? C'est des études que l'on peut faire. Tous les logements ne sont évidemment pas éligibles à ce sujet-là. Hein. C'est plutôt des choses qui sont en centre-ville ou reliées par la ville avec des transports rapides. On a aussi la possibilité, on a des partenaires qui proposent de meubler les logements. Voilà, on vous envoie sur un site internet. C'est pas nous qui réalisons ça. Vous choisissez même votre ambiance. Hein. Est-ce que vous voulez de l'industriel, du suédois ou des choses comme ça? Vous choisissez votre pack. Alors les femmes en général adorent ça. Je vais être dans le cliché, mais c'est vrai. Et donc l'idée, c'est de se dire, mon logement. J'habite aujourd'hui à Singapour. J'ai un logement. Mon locataire s'en va. Est-ce qu'il est éligible au meublé? Est-ce que c'est intéressant pour moi fiscalement? Généralement, la réponse est oui lorsqu'on est expatrié. Ouais, mais OK, il faut que je mette des meubles, le bail, ça fonctionne comment? Tout ça, on est capable de vous accompagner. Donc là, c'est plutôt la partie conseil en gestion de patrimoine sur lequel on peut accompagner nos clients internautes d'aujourd'hui. Hervé, je tenais à le souligner aussi. Parfait, très bien. On arrive au terme de ce webinaire. Avant de dire le mot de la fin, de vous remercier, je voulais peut-être juste que vous nous donniez un petit mot de conclusion, Morgane et Pierre-Emmanuel, notamment nous rappeler voilà, comment vous contacter, si vous travaillez sur l'ensemble des villes en France ou les principales, et puis également nous redire à quel point il est important de se faire accompagner pour louer son bien en France quand on vit à l'étranger. Effectivement, ouais. Alors, juste pour terminer, donc on fait votre gestion, tout ce qui concerne l'administration de biens. Et derrière, si nos clients ont le souhait de revendre, on s'occupe des reventes également. On se revente aussi. Donc, voilà, ça, c'est très important, puisque confier la revente à la personne qui l'a gérée pendant des années, c'est quand même vachement plus pratique. Ouais. Donc, voilà, ça, c'est très important. Comment nous contacter via notre site internet? Je crois qu'il y a un lien aussi qui a été mis sur le webinaire. On va vous mettre les liens. Donc qui vont apparaître et qui seront la meilleure solution pour nous contacter. Il y a le replay également que vous recevrez dans les prochains jours, sur lequel on ajoutera également nos coordonnées. Voilà. Et après, est-ce qu'on travaille partout en France? Vous avez notre implantation. Il y a 35 villes dans lesquelles on est présent aujourd'hui. Mais par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai une agence à Aix-en-Provence. Les gens qui sont à la location sont dédiés par secteur et on va traiter Avignon, Aix-en-Provence, Marseille, évidemment, de la même agence. Tout ça évidemment, en physique. Donc, on est implanté partout en France. Est-ce qu'on s'occupe de tous les biens? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous, on va tester l'éligibilité de votre bien si vous souhaitez nous le confier pour ne pas créer d'insatisfaction. Donc, je vais pas me fâcher avec les gens de Sedan ou avec les gens de Maubeuge ou avec d'autres villes que je vais arrêter de citer parce que sinon, je vais me fâcher avec la moitié de la France. Mais évidemment, on fera des choix. Ou par exemple, des gens qui nous disent j'ai une maison à tel endroit, je voudrais la passer en meublé, est-ce que c'est possible? Il y a des marchés qui sont éligibles à la location meublée, des biens qui sont éligibles ou pas. Et là, on est là pour vous apporter du bon conseil. Voilà. On est vraiment là pour conseiller, et surtout pour répondre à toutes les réglementations qui sont mises en place. Il y en a eu énormément ces derniers mois. C'est pas fini, je pense. Mais c'est pas fini. Et c'est vraiment très important parce que le risque coûte très cher derrière pour l'investisseur. Une relation à distance, un espace client qui est, à mon avis, au-dessus du lot, l'accès à tous vos documents, un gestionnaire qui est dédié. Donc voilà, et un accompagnement qui est quand même personnalisé. Et on vous aide également à vérifier vos informations sur vos déclarations de revenus. Ça, c'est ce qu'on sait faire. Et avec des résultats qui sont aujourd'hui qui surperforment le marché. Le taux de vacances locatives en France est 7,1%. Le taux donc nous, on est à 1. D'accord. Le taux d'impayé en France, c'est 3%. On est à 1,3%. Donc, on surperforme aujourd'hui le marché. On est capable d'accompagner nos clients, pas parce qu'on est les meilleurs, mais parce qu'on tire l'expérience. Ça fait 38 ans qu'on fait ça. Ça fait 38 ans qu'on fait de la gestion de patrimoine, 38 ans qu'on fait de l'immobilier et qu'on gère des biens. Donc, on sait ce qui fonctionne et on sait ce qui ne fonctionne pas. Et on est capable d'accompagner des clients qui
vivent à Strasbourg, achètent à Lyon ou achètent à Bordeaux, on est capable d'accompagner des clients qui vivent à Varsovie, à Singapour, sans aucun problème. Et on le fait déjà, oui. Pour beaucoup de clients. Super, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. On en parlait tout à l'heure avant d'être en ligne avec Hervé. Donc. Bon, très bien. Morgane Bentata, directrice d'administration de biens chez Valority. Pierre-Emmanuel Jus, directeur commercial régional chez Valority. Un très grand merci à tous les deux pour avoir abordé ce thème, comment simplifier la gestion locative de votre bien immobilier en France depuis l'étranger. Merci à tous les internautes, vous étiez nombreux. Merci pour votre présence et vos questions. Je vous rappelle que dans quelques instants, vous allez recevoir un lien avec, sur votre boîte mail avec le replay. Donc, si vous avez raté le début et que vous voulez le revoir, évidemment, ça sera très facile. N'hésitez pas à le partager également avec vos amis. Il y aura un article dans lepetitjournal.com dans les prochains jours. Donc, de la même façon, très facile pour le partager avec vos connaissances. Merci à tous. À très bientôt pour d'autres rendez-vous avec lepetitjournal.com. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. À très vite. Au revoir Morgane, au revoir Pierre-Emmanuel. Merci, merci beaucoup. Merci à tous. Au plaisir. Au revoir. Au revoir à tous. Merci.